Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour 100% Sport sur EDGFM, l'émission qui retrace l'actualité sportive de la semaine. Après 2 semaines d'absence, nous sommes de retour et en pleine forme. Aujourd'hui, 3 chroniqueurs vont m'accompagner. Nicolas Matt. Bonjour et bonjour à tous. Albin Texera. Bandi Enzo. Pierrick Monio. Bonjour Enzo, bonjour à tous. Et enfin, notre régisseuse Tessa Biscara. Bonjour. Au sommaire, le Flash Info avec du foot, du tennis, du basket et du handball. On passera ensuite à la chronique NBA. On enchaînera avec le débat du jour. On parlera bien évidemment Coupe du Monde, car vous le savez, la compétition démarre ce dimanche. On continuera avec la chronique événements sportifs et on finira enfin par le quiz. C'est parti et on démarre par le Flash Info. On démarre ce flash info à Turin, Albin. Et oui Enzo, Novak Djokovic a composté son ticket pour le train des demi-finales des Masters. Le Serbe s'est imposé 6-4, 6-1 face au Russe Andrei Rublev. Dans la soirée, le Grec Stefanos Tsitsipas a gagné 6-3, 6-7, 7-6 contre Daniil Medvedev. Le Grec peut toujours espérer la qualification, contrairement à son adversaire du soir qui rejoint Rafael Nadal en vacances. Aujourd'hui, 2 matchs sont programmés. Rafael Nadal affronte Casper Ruud à 14h pour un match qui n'a plus trop de sens. Et le choc de la journée opposant Félix Auger-Aliassime à Taylor Fritz est programmé en night session à 21h. On enchaîne avec la NBA, une bonne et une mauvaise performance côté français cette nuit. Une très belle soirée pour Rudy Gobert en déplacement à Orlando avec la meute du Minnesota. Le pivot français a rendu une belle prestation avec 16 points et 8 rebonds en 32 minutes. Gobert a ainsi largement participé au 2e succès d'affilée à l'extérieur des Timberwolves, 126 à 108. En revanche, pour Evan Fournier, c'est un gros coup dur. Pour le 2e soir d'affilée, l'arrière français a été scotché sur le banc, sans la moindre minute de temps de jeu à Denver. Cependant, une stratégie gagnante pour le coach des Knicks qui enchaîne avec un 2e succès de suite, 106 à 103 face à Denver. Confirmation pour les Bleus en handball. Sans enjeu, ce dernier match du tour principal a permis à l'équipe de France féminine de réciter son handball face à l'Espagne hier soir. Les filles d'Olivier Krumboll ont écrasé l'Espagne 36-23 et défieront vendredi la Norvège en demi-finale de l'Euro de handball. Une finale avant l'heure pour tous les passionnés de handball. Et les Bleus sont bien arrivés au Qatar. Et oui, l'équipe de France a atterri à Doha, au Qatar, vers 17h30 hier, heure française. Les Bleus vont prendre leur quartier dans leur camp de base avant leur premier match face à l'Australie mardi. Dans le même temps, la Tunisie, futur adversaire des Bleus, a battu l'Iran en match amical 2-0. La Croatie s'est également imposée face à l'Arabie Saoudite 1-0. Et l'Argentine de Lionel Messi a répondu présente face aux Émirats Arabes Unis avec une victoire 5-0. Merci beaucoup Albin et on va poursuivre avec vous Nicolas et on va parler NBA. Le Ringer a sorti la semaine dernière le All Index. Ce célèbre site américain adore sortir plein de classements pour conceptualiser et classer les franchises NBA, NFL ou MLB. Et le dernier est venu très intéressant. Et oui Enzo, comme vous l'avez dit, nous allons parler du Money Index. Mais déjà, qu'est-ce que le All-In, vous allez me dire? Le All-In, c'est un terme qui vient du poker. C'est faire tapis, miser l'ensemble de ses éléments pour impressionner son adversaire. En basket, c'est ni plus ni moins que les moyens mis en œuvre pour remporter le titre. Ce classement, il compte 2 critères. L'argent que la franchise engage pour le titre par rapport au salary cap, c'est le Money Index. Plus vous approchez de 100, plus vous saturez financièrement. Et par logique, plus vous êtes en négatif, plus vous avez de la marge. Et le deuxième critère, les pics de draft que la franchise possède pour les prochaines années, le Draft Index. Même système, plus vous approchez de 100, plus vous êtes dans le mal. En examinant la réserve de tour de draft et les dépenses, nous avons une formule pour analyser le capital d'une équipe qui est mis en place pour gagner rapidement. Non seulement cela traduit quelles équipes sont prêtes pour cette saison, et tout aussi important, cela peut également nous dire quelles équipes stockent pour l'avenir. Quels enseignements peut-on donc tirer de ce tableau? Eh bien, je vais directement vous répondre. Les Clippers de Los Angeles doivent impérativement gagner la NBA. C'est la première leçon que l'on retient. Le Money Index de la franchise Angelenos est de 85, donc une saturation des finances due au gros contrat de Paul George et Kawhi Leonard. Leur Draft Index est de 34, ce qui signifie que leur réserve de pic de draft est bien entamée. Ils ont donc tout pour miser sur le titre. Ils avaient tout pour miser sur le titre ces dernières années, en vain pour l'instant. On rappelle qu'ils ont échoué il y a 2 saisons aux portes des finales, sans oublier l'humiliation en 2020 dans la bulle d'Orlando face à Denver. Maintenant que cela est plus clair, grossièrement, les Clippers, les Nets et les Timberwolves ont mis beaucoup sur la table pour rapidement gagner le titre. Si on pense sur Minnesota, leur Money Index n'est pas mauvais, moins 4, donc des finances relativement saines. Seulement, leur Draft Index est de 57, ce qui est énorme, le plus gros total de la ligue. À cause de leurs récents gros transferts, notamment Rudy Gobert, ils ont donné pas mal de pics, notamment à Utah.
Leurs réserves pour leur futur sont donc très minces, et on conclut donc que si leur équipe ne matche pas rapidement, c'est échec et mat. Dans le sens inverse, on dégage des futurs cadors. Souvent moqués, OKC est l'une des équipes disposant le plus grand capital draft, moins 101 sur le classement. Ça a été la stratégie de Sam Presti, échanger toutes ses stars de 2017 contre des pics. Preuve en est, en 2023, ils pourront sélectionner 5 joueurs, dont 2 dans le premier tour de draft. Une stratégie qui sur le long terme va sûrement payer. Utah est aussi dans cette situation suite à la refonte de l'effectif cet été. Je retiens donc véritablement 2 enseignements. Premièrement, les équipes qui all-in comme les Warriors ou les Bucks, qui sont 2e et 3e du classement, sont les 2 derniers champions, donc cette stratégie est un risque à prendre. Et dernier enseignement, on pourrait dans les prochaines années retrouver qu'une dizaine d'équipes seulement qui participent à la draft. Merci beaucoup Nicolas et on passe maintenant au débat. Let's get ready to rumble! J-3 avant le début de la Coupe du Monde, la plus belle des compétitions de football, et je vous ai demandé à tous les 3 de me donner votre favori pour la compétition. Et on commence avec vous, Pierrick. Alors pour moi, le favori pour cette Coupe du Monde 2022, ce sera le Brésil. Parce que même s'il est difficile de trouver un favori, je pense que le Brésil a toutes les armes pour gagner cette Coupe du Monde. Cela fait maintenant 20 ans qu'ils n'ont pas gagné cette Coupe du Monde. Donc avec une attaque de feu et un Neymar en mission, je pense que le Brésil sera le vainqueur. Très belle équipe effectivement sur le papier pour l'équipe du Brésil. Albin, c'est à vous votre favori? C'est une autre Seleção, comme il le dit si bien Pierrick. Moi c'est le Portugal. En tout bien, tout honneur, vraiment, je suis totalement neutre. Tout simplement, le Portugal, ils ont sur le papier la meilleure équipe pour moi. Je veux dire, Diogo Costa au gardien qui réalise une saison incroyable avec Porto. Après, en défense, on a toujours des valeurs sûres avec Cancelo, Ruben Dias, Nuno Mendes qui vraiment excelle avec le PSG. On a de l'expérience avec Pep. On a des petits jeunes comme Antonio Silva qui sont présents, qui ont été pris pour leur première sélection, et après on a tout le reste, tous les autres que l'on connaît, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix et bien sûr le GOAT Cristiano Ronaldo qui sera en mission pour aller chercher sa première Coupe du Monde pour sa 5e participation. Il y a vraiment une envie dans cette équipe, on le ressent. D'ailleurs Bernardo Silva l'a dit hier en conférence de presse. Il a dit « Je vais jouer cette Coupe du Monde, pas pour moi, mais pour Cristiano Ronaldo ». Et toute l'équipe est destinée à aller chercher cette Coupe du Monde pour Cristiano Ronaldo. Très belle équipe portugaise aussi. Nicolas, c'est à vous votre favori? Je vais aller pas très loin du Brésil, mais je vais aller en Argentine. Pour moi, c'est les Argentins qui vont gagner cette Coupe du Monde. Après, il faut rappeler, c'est rarement les favoris qui remportent cette Coupe. Et pour moi, l'Argentine est donc favori. Pourquoi ? Parce que l'effectif est plus qu'astronomique. Il y a une défense très solide, ça encaisse peu de buts. Et surtout, si on regarde le tableau, l'Argentine risque de tomber contre le Brésil. Et on connaît la facilité de l'Argentine ces derniers temps contre le Brésil. Une défense qui est friable côté brésilien. Et pour se retrouver avec une finale Argentine contre Portugal, Messi contre Ronaldo et la victoire de Messi en prolongation. Bien sûr. Justement, sur vos 3 favoris, il n'y a pas l'équipe de France et on va justement passer à ça parce que vous le savez, le 9 novembre, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour le mondial. Alors cette liste a changé puisque Marcus Thuram a complété le groupe, Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku ont quitté le rassemblement pour cause de blessures. Ils ont été respectivement remplacés par Axel Disasi et Randal Colomwani. Mais j'aimerais connaître tout de même vos avis, messieurs, sur cette équipe de France. Pour vous, tous les choix de Deschamps sont cohérents ou est-ce qu'il y a quelques incompréhensions? Nicolas? Évidemment des incompréhensions, mais après tout le monde se sent coach lors de grands événements et donc on a tous des choses à dire. Moi je suis un peu gêné du fait qu'on n'ait pas beaucoup de latéraux de métier, mais bon, j'ai confiance en Didier Deschamps. Je pense que le fait qu'on ait beaucoup de blessés, qu'il y ait un gros bouleversement de l'effectif, va pas jouer en notre faveur et je vois malheureusement pas la France aller très loin. Je les vois se faire éliminer par l'Argentine en 8e de finale. Albin, vous rigolez? Ouais, je rigole parce qu'il continue sur l'Argentine, il est vraiment obstiné. Non, après la France, ça va être très très difficile de faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. Beaucoup d'absents. Moi, je suis pas. Quand j'ai entendu la liste de Deschamps, j'ai d'abord rigolé. J'ai dit c'est avec ça que l'équipe de France va partir au Qatar. C'est fou. Quand on voit l'équipe de France de 2018 et celle-là, il y a une différence. De gros changements comme milieu de terrain, Pogba, Kanté qui ne sont pas présents. Moi, quand j'ai commencé le football, on m'avait dit le football se fait quand même au milieu de terrain. On voit qu'au milieu de terrain, il n'y a. Pour ma part, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Quand on passe d'un Kanté Pogba à un Guendouzi, Verretou... Vous êtes contre les Marseillais? Non, absolument pas, mais on va pas se mentir que Verretou, c'est un peu moins solide qu'un Pogba au meilleur de sa forme. C'est vrai.
Voilà, après, on ne sait pas. C'est une Coupe du Monde. C'est une phase de poule. S'ils passent cette phase de poule, c'est des matchs couperés. Donc j'ai envie de dire, après, on est à l'abri de rien. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Mais on va pas se mentir que moi, je les mettrais même plus dans les favoris. Ouais, parce que côté français, dans la poule, l'Australie, adversaire déjà en 2018, ça a été un peu compliqué. Le Danemark, des récents matchs difficiles aussi contre eux. Il y a peut-être que la Tunisie pour éventuellement Très gagner, solide. mais c'est solide aussi. Pierrick, j'aimerais avoir aussi votre avis sur. La liste de groupe. Didier Deschamps est assez cohérente, mais comme Albin dit aujourd'hui, le football, on l'a appris au milieu, mais moi, dans le football moderne, on m'a aussi appris que les latéraux étaient très importants, et je trouve évidemment qu'il en manque. Je regrette aussi peut-être le choix de Jonathan Klaus, même si c'est pas mon joueur préféré. Je pense qu'il est capable d'apporter quelque chose d'autre et de faire évoluer l'équipe de Deschamps dans un autre système. Donc l'idée de pouvoir passer à 3 défenseurs serait pas bête à penser pendant cette Coupe du Monde. Parce que pour le premier match, normalement, l'équipe de France devrait attaquer à 4 derrière, hein, de ce qu'avait annoncé Didier Deschamps. Oui, Nicolas? J'aimerais juste réagir sur le milieu de terrain parce qu'Albin a critiqué le milieu de terrain de l'équipe de France par rapport à 2018. J'aimerais rapidement dire que quand on a quand même un tel visier pour avoir un milieu de terrain quand même qui est très qualitatif malgré les nombreux blessés, je suis désolé, mais pour moi, Kamavinga, Tchouaméni, même avec Rabiot plus à droite si on joue en 4-3-3, ça n'a rien à envier à 2018, je suis désolé. Non, mais je suis d'accord que c'est Quand quand même. même que ça, par exemple, par rapport à d'autres sélections, ça reste quand même sexy sur le papier. Mais excusez-moi, il n'y a pas d'expérience là-dedans. On va jouer quand même une Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde. On va pas jouer un match contre l'AS Monaco. Je regarde encore les Marseillais, mais on va pas jouer un match comme ça. On va jouer une Coupe du Monde. C'est une compétition d'un mois, très importante. Et je crains vraiment que cette équipe de France manque d'expérience. Et si je dois rebondir sur le premier match face à l'Australie, les premiers matchs de l'équipe de France en compétition internationale, Ont été c'est poussifs. souvent Poussif. poussif, voire catastrophique. Pourquoi, je veux aussi soulever une question, pourquoi Deschamps et tout le staff de l'équipe de France n'ont pas décidé de faire un match amical qui, oui, c'est dangereux à cause des blessures, mais excusez-moi, toutes les autres sélections Le sont dans le timing même... était peut-être pas bon. Mais toutes les autres sélections c'est sont vrai. dans le même cas pratique que la France. Tous les autres, il y a près de la moitié des sélections qui vont au mondial qui jouent un match amical. Ça permet au moins de trouver des automatismes, surtout avec une liste comme celle-ci où on n'a pas eu vraiment beaucoup de matchs ensemble. Moi, je trouve que c'est un peu une erreur pour Deschamps, surtout que ça permet aussi d'engranger un peu de cohésion. confiance aussi. Je veux dire, jouer la Jamaïque, il faut y aller quand même pour perdre contre la Jamaïque, hein. C'est vrai. Mais le problème de jouer un match amical avant, c'est que ça peut apporter un bénéfice en soudant l'équipe, en créant quelque chose, mais ça peut aussi être négatif si vous perdez le match et engendrer quelque chose, dans les têtes, quelque chose qui est pas bon. Et il y a eu des exemples par le passé, notamment la France avant la Coupe du Monde 2010. C'était une période assez particulière, mais je suis pas très fan des matchs amicaux avant le Mais mondial. tu peux perdre des actuellement, joueurs un petit peu de aussi. Ouais, mais préparation. peux perdre des joueurs. toutes les autres sélections, je veux dire même en 2014 et 2018, on regarde les matchs amicaux que la France a fait avant la Coupe du Monde, c'est des petites sélections. Je veux dire, je pense pas que le risque est incroyable de jouer comme l'Allemagne qui a joué contre Oman. Voilà, je veux dire, la France joue contre la Jamaïque. Encore heureux, j'espère qu'ils vont gagner. C'est ce que j'essaye de dire. Je veux Pour dire, conclure, je dirais que c'est la France, quand elle n'est pas attendue, c'est à ce moment-là qu'elle remporte, qu'elle gagne. Et puis c'est peut-être un statut de moins sur eux qui va faire qu'ils vont peut-être être Bon, performants. en tout cas, vous n'êtes pas emballé par cette liste de Didier Deschamps, donc vous voyez pas la France remporter sa 3e étoile au Qatar. On peut pas deviner. on est à l'abri de rien. C'est vrai. ça reste Mais difficile. il y En a quand 2018 même, qui pensait. des grosses équipes, le Brésil, le Portugal, l'Argentine, comme vous les avez cités. Mais si vous n'êtes pas forcément emballé par cette liste de Didier Deschamps, pourquoi pas, la France peut créer la surprise, c'est mais On espère. C'est ça, puis on n'est pas emballé non plus par toutes les équipes. Je trouve qu'il y a une diversité de favoris qui fait qu'en fait on ne peut pas il n'y a pas un favori qui se détache. Donc c'est difficile de dire qu'un tel va surclasser la compétition. Je pense notamment par exemple à une équipe comme les Pays-Bas, qui est une équipe un peu qui est souvent forte en Coupe du Monde et qui pourra créer la surprise. Donc je pense qu'on ne peut pas se dire aujourd'hui la France, le Brésil, l'Argentine ou le Portugal est le favori total de cette Coupe du Monde. merci messieurs, on va continuer avec vous Pierrick et la chronique événements sportifs. Je vous rappelle le principe de cette chronique, même si vous commencez à la connaître. Nous sommes aujourd'hui le 17 novembre et dans le monde du sport, il s'est forcément passé quelque chose ce jour-là. Aujourd'hui, Pierrick, on remonte en 1993 et une terrible désillusion pour le football français.
Et oui, il y a 29 ans, donc jour pour jour, la France n'avait qu'une seule mission pour rejoindre la Coupe du Monde 1994, ne pas perdre contre la Bulgarie au Parc des Princes. Vous le voyez venir, si près de 30 ans après nous en parlons encore, c'est que la mission qui semblait facile ne s'est peut-être pas passée comme prévu. Pourtant, tout commence bien pour la troupe de Gérard Rouillet. Effectivement, à la demi-heure de jeu, le King Eric Cantona ouvre la marque pour les Bleus, un avantage de courte durée puisque les Bulgares égalisent grâce à Emil Kostadinov, un joueur alors inconnu qui laissera une trace indélébile dans la tête des Français. Mais nous n'en sommes pas encore là. À ce stade de la rencontre, ce score d'un partout fait l'affaire. La France semble se diriger vers une qualification, mais un scénario de film hollywoodien se met en place. Tout juste avant la fin de la rencontre, le Français David Ginola a un ballon à jouer côté droit. Au lieu de gagner du temps, l'ancien du PSG adresse un centre catastrophique au troisième poteau. Le ballon finit dans les pieds bulgares et la contre-attaque s'annonce fatale. Kostadinov, encore lui, se mue en bourreau de l'équipe de France et s'offre un doublé. Son coup de fusil sous la barre de Bernard Lama tue les espoirs de revoir l'équipe de France dans un mondial. Un deuxième échec de suite après la non-qualification pour celui de 1990. Ce 17 novembre restera donc à jamais un jour tristement ancré dans l'histoire du football français. Ce jour-là s'est déroulé, ce qui reste, comme le pire match de l'équipe de France. Merci beaucoup, Pierrick. C'est maintenant l'heure du quiz. Les questions sur le sport. Tennis. Qui avait perdu le tournoi? Yannick Noah. Oui, bonne réponse. On ne change pas les habitudes pour le quiz. 5 questions vont vous être posées. Le but est de répondre le plus rapidement possible. On va voir si vous avez tous bien suivi l'actualité sportive. C'est parti avec la première question. Après sa victoire en 2018, la France va tenter de réaliser l'exploit en gagnant 2 Coupes du Monde consécutives. Mais dans l'histoire du football, seuls 2 pays ont réalisé cette performance. Lesquels? Le Brésil et l'Uruguay? Non, alors le Brésil oui, mais pas l'Uruguay. Alors c'est l'Argentine. L'Argentine. Non, pas l'Argentine. L'Allemagne. L'Allemagne. Non, pas l'Allemagne. Bah l'Italie. L'Italie oui. Ah. L'Italie, On était l'Italie Ça aurait tous 1934 et 1938 et puis le Brésil 1958 et 1962. Deuxième question, lundi, l'équipe de France de basket a validé son ticket pour le Mondial 2023 contre la Bosnie 92-56. Qui a fini meilleur marqueur et avec combien de points? C'est Victor Wembanyama. Oui, Je dirais 26 points. non, c'est moins. Non, c'est 23 je crois. Alors c'est moi aussi. 18. Un peu moins. Un peu moins. C'est le juste prix 16. en fait. C'est le C'est juste entre prix. 18 et 20, vous 19. avez dit 19. Exactement, Victor Pierrick. Wembanyama avec 19 points. Question 3, quelle bonne nouvelle Novak Djokovic a-t-il confirmé ce mercredi? Bonne nouvelle. Oui. Alors que Après son enfant son va match. bien. Alors, je ne sais pas, peut-être, Peut-être. mais ce n'est pas ça. J'en ai aucune idée. Bah, qu'il allait être présent peut-être pour l'Open d'Australie. Exact, Aïe. cette fois Novak Djokovic sera bien du voyage en Australie. Le Serbe a en effet confirmé mercredi avoir reçu un visa pour se rendre en janvier prochain à Melbourne et y jouer l'Open d'Australie, en dépit de l'interdiction de territoire dont il a été frappé après son expulsion en janvier dernier. Faute de vaccin anti-Covid, c'est un soulagement, a-t-il dit. Question numéro 4, samedi, le 15 de France a battu l'Afrique du Sud, équipe championne du monde en titre, prolongeant sa série d'invincibilité à combien de victoires? 13. Non. 12. 11. Oui, 12. 12 Albin, Eh 12 victoires de oui. suite. Ils ont démarré cette série le 6 novembre 2021 face à l'Argentine. Puis ils ont battu la Géorgie, les All Blacks, l'Italie, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande, l'Italie, 2 fois le Japon, l'Australie et donc l'Afrique du Sud. A noter que le record d'invincibilité chez les hommes est de 18 victoires de suite. On y est presque. Pas loin. Question 5, il y a une récente rumeur chez Ferrari. Laquelle? Oui. Oui. C'est Frédéric Vasseur qui va rejoindre l'écurie Alfa Binotto. Effectivement, selon les médias C'est une- italiens, Mattia peut-être une bonne Binotto idée. ne sera plus le patron de Scuderia Ferrari après cette saison. Selon la Gazzetta dello Sport, son remplaçant a déjà été trouvé puisqu'il s'agirait de Frédéric Vasseur actuellement chez Alfa Romeo. Ferrari a démenti ces rumeurs qu'elle qualifie de totalement dénuées de fondement. On peut lire sur leur compte Twitter en ce qui concerne les spéculations de certains médias concernant le poste de directeur d'équipe de la Scuderia Ferrari, Mattia Binotto. Ferrari déclare que ces rumeurs sont totalement dénuées de fondement. C'est la fin de 100% Sport, merci beaucoup mes chers chroniqueurs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission sur DJFM. À bientôt.